Il y avait un homme qui a gouverné la France pendant 12 ans, qui a défié les États-Unis, qui a manœuvré les rouages de l'Europe, qui n'a jamais perdu une guerre diplomatique. Mais ce même homme n'a pas pu gagner la bataille la plus silencieuse et la plus brutale qui ait jamais eu lieu entre les murs de sa propre famille. Pendant que Jacques Chirac signait des décrets à l'Élysée et recevait les dirigeants du monde entier, à quelques kilomètres de là, dans un apparentement parisien, sa fille aînée luttait pour rester en vie. Et selon ceux qui étaient proches de la famille à cette époque, il le savait. Il savait tout. Et il a choisi de continuer. J'ai passé des semaines à analyser des biographies non autorisées, des archives de la presse française et les témoignages que Chirac lui-même a laissés échapper dans ses dernières confessions publiques pour construire ce documentaire. Ce que vous allez voir n'est pas l'histoire du président, c'est l'histoire du père, et elle est bien plus troublante. 2 filles, 2 destins radicalement différents, mais tous deux marqués par la même origine. Le prix qu'une famille paie quand un homme décide que le pouvoir est tout. Laurence, l'aînée, a passé des décennies dans un isolement quasi total, avec une infirmière en permanence à ses côtés, après que son corps et son esprit se soient effondrés d'une façon qui, selon les biographes de Chirac, n'était pas tout à fait étrangère à la dynamique familiale. Claude, la cadette, s'en est apparemment sortie. Elle a construit une carrière. Elle est toujours restée aux côtés de son père. Mais certains se demandent si ce que Claude a construit était vraiment une vie à elle, ou simplement une autre façon de ne pas pouvoir s'échapper. On dit que les enfants des puissants portent un fardeau qu'ils n'ont jamais choisi. Mais dans le cas des filles de Jacques Chirac, ce fardeau a un nom, des dates, des silences délibérés, et une fin qu'aucun protocole officiel de l'Élysée n'a pu dissimuler pour toujours. Voici leur histoire. Jacques-René Chirac est né en 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, fils unique, père banquier. Une enfance bourgeoise, ordonnée, sans grand bouleversement. Le genre de famille qui éduque ses enfants pour aller loin et qui considère la réussite professionnelle non pas comme une option, mais comme une obligation non écrite. Dès son plus jeune âge, Jacques fut un élève brillant. Il a étudié au lycée Louis-le-Grand, l'un des plus prestigieux de France, puis à Sciences Po et à l'École nationale d'administration, l'ENA. L'institution qui, pendant des décennies, a fabriqué presque tous les présidents, premiers ministres et hauts fonctionnaires de la République française. Ce n'était pas seulement une école, c'était un moule. Et Jacques Chirac s'est adapté à ce moule avec une précision que peu de ses contemporains ont égalée. Mais il y avait quelque chose en lui que le moule ne parvenait pas tout à fait à contenir. En 1956, avant de terminer sa formation, Chirac s'est engagé volontairement pour servir en Algérie. Ce n'était pas obligatoire pour quelqu'un de son profil académique. Il l'a choisi. Ceux qui le connaissaient à cette époque disent que l'Algérie l'a marqué d'une façon qu'il n'a jamais évoquée publiquement en détail. Il a vu des choses que les salons de Sciences Po n'enseignaient pas. Il est revenu avec quelque chose de différent dans le regard, plus dur, plus déterminé. Selon certains biographes, c'est en Algérie que Chirac a définitivement compris que le monde se divise entre ceux qui prennent des décisions et ceux qui les reçoivent. Et il a décidé, de façon irrévocable, de quel côté il voulait se trouver. Il a épousé Bernadette Chaudron de Courcelles cette même année, le 16 mars 1956, avant de partir pour l'Algérie. Il avait 23 ans, elle en avait 22. Bernadette venait d'un monde différent de celui de Jacques. Les Chaudron de Courcelles n'étaient pas simplement des gens aisés, c'était une lignée de serviteurs de l'État, de diplomates, de personnes qui comprenaient le pouvoir comme un héritage et la discrétion comme une vertu cardinale. Son grand-oncle était Geoffrey de Courcelles, l'un des hommes les plus proches du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la France de l'après-guerre, ce nom de famille n'était pas seulement de l'histoire, c'était un réseau. C'était une porte ouverte vers les cercles où les vraies décisions se prenaient. Bernadette possédait également quelque chose que beaucoup ont sous-estimé pendant des décennies. Une intelligence politique propre, acérée et parfaitement dissimulée derrière l'image d'une première dame discrète.
Elle avait un master en archéologie et une formation à Sciences Po que peu d'hommes de sa génération pouvaient égaler. On dit que dans les premières années du mariage, c'est Bernadette qui ouvrait plus de portes que Jacques grâce à son nom et à ses relations. Et que Jacques le savait, et que cela, dans l'intimité d'un mariage entre deux personnes à l'ego politique affûté, créait une dynamique qui n'était pas toujours simple. On dit que la relation entre Jacques et Bernadette fut dès le début davantage une alliance stratégique qu'une romance conventionnelle. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne s'aimaient pas. Mais ceux qui étaient proches des deux pendant les premières années du mariage décrivent un couple où les rôles étaient définis avec une clarté presque chirurgicale. Lui construisait la carrière politique. Elle construisait le foyer, gérait l'image familiale et soutenait tout ce que le calendrier parlementaire ne pouvait pas contenir. C'était un accord tacite, un pacte que ni l'un ni l'autre n'a verbalisé, mais que tous deux ont respecté avec une discipline qui, avec le temps, a eu des conséquences qu'aucun des deux n'avait anticipées. Laurence est arrivée le 4 mars 1958. 2 ans après le mariage, Claude 4 ans plus tard, le 6 décembre 1962. 2 filles élevées dans le Paris des années 60, dans un foyer qui, de l'extérieur, ressemblait au portrait parfait de la famille française de la haute bourgeoisie. Un grand appartement dans le 7e arrondissement, des écoles d'élite, des étés en Corse, le genre d'enfance qui, sur les photographies de l'époque, a toujours cette même lumière dorée et ce même air d'invulnérabilité. Mais les photographies mentent avec une élégance particulière. Jacques Chirac a été élu député en 1967, quand il est 34 ans et que Laurence en avait à peine 9. À partir de ce moment, la politique ne fut plus pour lui un travail avec des horaires. Ce fut une façon de vivre. En 1968, il était secrétaire d'État à l'emploi sous De Gaulle. En 1971, ministre des Relations avec le Parlement sous Pompidou. En 1972, ministre de l'Agriculture. Chaque poste, un échelon de plus. Chaque échelon, davantage d'heures hors de la maison. Plus de dîners d'État, plus de voyages. Plus d'absences que Bernadette gérait en silence depuis l'appartement du 7e arrondissement. Selon des sources proches de la famille, Bernadette a porté pratiquement seule l'éducation des filles pendant ces années. Il n'existe aucun témoignage public décrivant Chirac comme un père froid ou délibérément distant. Ceux qui le connaissaient parlent d'un homme capable de gestes d'affection intenses mais sporadiques. Le genre de père qui, quand il était là, était entièrement présent. Mais qui, quand il n'était pas là, ce qui était la plupart du temps, n'était pas là du tout. Et dans la vie de 2 petites filles, cette irrégularité a un poids que les adultes ont tendance à sous-estimer. Bernadette n'a jamais publiquement évoqué ce fardeau pendant ces années. Ce n'était pas son style. Elle venait d'une famille où la plainte était une forme de faiblesse et la discrétion une forme de dignité. Mais il existe une interview qu'elle a accordée des années plus tard, avec la distance que donne le temps, dans laquelle elle a dit quelque chose qui résume avec une précision brutale ce qu'a été cette période. Elle a dit que pendant les années où Jacques construisait sa carrière, elle se sentait parfois comme si elle élevait seule les filles, et qu'elle l'avait accepté parce qu'elle comprenait que c'est ainsi que fonctionnait le monde dans lequel ils avaient choisi de vivre. Elle comprenait que c'est ainsi que fonctionnait le monde dans lequel ils avaient choisi de vivre. Une phrase qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle implique une acceptation, mais aussi une résignation. Et la différence entre les deux est exactement le genre de silence qui, avec les années, tend à présenter des factures. Laurence et Claude ont donc grandi dans cet environnement. 2 filles avec le même nom de famille et la même adresse postale, mais avec des expériences intérieures qui, tout indique, étaient considérablement différentes. Claude, de 4 ans, la cadette, était selon ceux qui la connaissaient enfant une fille adaptable, sociable, avec un instinct naturel pour lire les atmosphères et s'y mouvoir. Une fille qui a vite appris les règles non écrites du monde dans lequel elle était née. Laurence était différente, plus sensible, plus introvertie.
plus encline à ressentir les choses avec une intensité que l'entourage ne savait pas toujours comment accueillir. Ce n'était pas une enfant difficile au sens conventionnel du terme. C'était simplement une enfant qui avait besoin de plus que ce que ce foyer, avec toute son élégance et tous ses silences, pouvait lui donner. Personne ne l'a vue à l'époque, ou si quelqu'un l'a vue, personne ne savait quoi en faire. Parce qu'à l'été 1973, la famille Chirac est partie en Corse comme chaque année. Des régates, du soleil, la Méditerranée en août, tout comme d'habitude. Laurence avait 15 ans, Claude 10. Et ce qui a commencé comme des vacances d'été ordinaires allait changer l'histoire de cette famille pour toujours. L'été 1973 semblait être un été comme les autres. La famille Chirac était partie en Corse, comme tant de familles françaises de la haute bourgeoisie, qui cherchaient la Méditerranée quand la chaleur écrasait Paris. Jacques avait 40 ans et était déjà l'un des politiciens les plus prometteurs de France. Bernadette gérait le foyer avec la même précision que d'autres gèrent des portefeuilles ministériels. Laurence avait 15 ans, Claude 10. Il y avait quelque chose dans cet été qui, vu d'aujourd'hui, semble presque ironique dans sa normalité. Des photos de famille au port, cette lumière particulière de la Méditerranée en août, cette sensation que le monde est gérable quand on est entouré d'eau et de soleil, cette sensation qui ne dure que le temps de l'été. Ce qui s'est passé lors de cette régate, personne ne l'a vu venir. Laurence a contracté une méningite bactérienne, une inflammation aiguë des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. En 1973, la méningite bactérienne ne disposait pas des protocoles de réponse rapide qui existent aujourd'hui. Les antibiotiques disponibles étaient limités. La marge entre la détecter à temps et arriver trop tard était étroite et brutale. Selon ce qui a été documenté sur le cas, l'état de Laurence s'est détérioré suffisamment vite pour que la famille prenne la décision de la rapatrier d'urgence à Paris. Elle a survécu. Physiquement, elle s'est rétablie. Mais une méningite bactérienne grave ne laisse pas toujours le cerveau exactement dans l'état où elle l'a trouvé. Elle peut affecter le système nerveux central de façon que les médecins de l'époque commençaient à peine à cartographier. Des changements d'humeur, des altérations dans la perception du corps, une fragilité neurologique qui chez certains patients se manifeste immédiatement et chez d'autres émerge des mois plus tard, quand la famille a déjà soufflé, soulagée, croyant que le pire était passé. Ceux qui étaient proches de la famille à cette époque soutiennent que Laurence est revenue de cet été en étant une personne différente. Pas radicalement différente du jour au lendemain, mais de cette façon plus subtile et plus inquiétante dont quelqu'un change si lentement que ceux qui l'entourent ne le remarquent presque pas, jusqu'au jour où ils lèvent les yeux et ne reconnaissent plus la personne en face d'eux. Elle a commencé à manger moins, puis beaucoup moins. En 1974, quand Laurence avait 16 ans, le trouble s'était manifesté avec une clarté qui ne laissait plus place au doute. Elle refusait de manger. Elle perdait du poids de façon alarmante. Elle s'enfermait, elle répondait avec une seconde d'angoisse et de rigidité que ceux qui essayaient de l'aider ne savaient pas comment traverser. Et alors il faut comprendre quelque chose de fondamental pour saisir ce qui a suivi. Dans la France de 1974, l'anorexie mentale était une maladie pratiquement inconnue du grand public et profondément mal comprise même au sein de la communauté médicale. Elle n'avait pas encore été classifiée comme trouble mental grave depuis très longtemps. Les manuels de psychiatrie de l'époque la décrivaient avec une imprécision qui, aujourd'hui, est douloureuse à lire. On parlait de rejet névrotique de l'alimentation, de troubles de l'image corporelle chez les adolescents, de comportements manipulateurs. Dans certains milieux médicaux, on suggérait même que la patiente cherchait simplement à attirer l'attention. On dit que la famille Chirac a consulté des médecins, qu'il y a eu des tentatives de traitement, que Bernadette, avec la ténacité qui la caractérisait, a cherché des spécialistes, des cliniques, des réponses. Mais le système médical de l'époque n'avait pas les réponses dont elle avait besoin.
et les ressources émotionnelles d'une famille où le père était de plus en plus absorbé par la politique et où la mère soutenait tout seul n'étaient pas non plus les mieux adaptées pour faire face à une maladie qui exige, avant tout, une présence constante et patiente. En mai 1974, Jacques Chirac a été nommé Premier ministre de France par Valéry Giscard d'Estaing. Il avait 41 ans et venait d'atteindre l'un des postes les plus élevés de la République française. Il était l'homme du moment. Les journaux le décrivaient comme jeune, énergique, l'avenir indiscutable de la politique française. Ce même mois, cette même année, sa fille aînée avait 16 ans et pesait ce que pèse une enfant de 10 ans. Selon des sources ayant analysé cette période en détail, tout indique que Chirac a poursuivi son agenda politique sans réduire son activité. Il n'existe aucun document public faisant état d'absence dans ses fonctions de Premier ministre, liées à la maladie de Laurence. La machine du pouvoir, une fois en marche, ne prévoit pas de pause pour les tragédies privées. Et Bernadette, fidèle au pacte tacite qui avait soutenu le mariage depuis le début, n'a pas exigé publiquement ce qu'elle lui aurait peut-être demandé à grands cris en privé. Certains, en analysant cette période, formulent une hypothèse que la famille n'a jamais confirmée ni infirmée, et c'est la suivante. L'évolution de Laurence aurait-elle été différente si, à ce moment critique, quand la maladie commençait à s'installer, le père avait été présent de façon réelle et continue? Il n'y a pas de réponse possible, mais la question existe. Et une fois posée, il est difficile de la laisser partir. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la maladie ne s'est pas arrêtée. Elle s'est installée, elle s'est chronicisée. Elle a grandi année après année, jusqu'à devenir l'axe silencieux autour duquel a tourné toute la vie privée de cette famille pendant des décennies. Laurence a été hospitalisée dans différents centres spécialisés au fil des ans. Il y a eu des périodes d'amélioration apparente qui duraient suffisamment longtemps pour générer de l'espoir, puis se brisaient avec une brutalité qui, selon ce qui a été dit, était dévastatrice pour tous ceux qui l'aimaient. Dans les pires moments, elle pesait 27 kilogrammes. Pour comprendre ce que cela signifie physiquement, une femme adulte avec ce poids a le cœur, les reins et le système osseux fonctionnant à la limite du soutenable. Chaque jour est un effort physiologique que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Et ce qui rend ce chiffre encore plus troublant, c'est ce qu'il implique quant à la durée de cette souffrance. Ce n'était pas un épisode. C'était une condition qui l'a accompagnée, à des degrés d'intensité variables, pendant plus de 4 décennies. Et au milieu de tout cela, les tentatives de suicide. Bernadette les a mentionnées publiquement pour la première fois en 2004, dans une interview télévisée que la France n'attendait pas. Elle a dit que Laurence avait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Elle n'a pas donné de nombre précis lors de cette première interview, mais ce que la presse française a documenté au fil du temps, à travers différentes sources biographiques, pointait vers au moins 15 épisodes au cours de sa vie. 15. Ce n'est pas un chiffre, c'est une chronologie. C'est l'histoire d'une femme qui, pendant 4 décennies, encore et encore, est arrivée à un point où la vie lui semblait insoutenable, et qui, encore et encore, pour des raisons qu'elle-même n'aurait peut-être pas pu expliquer entièrement, n'a pas tout à fait franchi cette ligne. Selon ceux qui ont été proches de Laurence à différents moments de sa vie, ce n'était pas une femme sans intelligence ni sans humour. Des témoignages la décrivent comme quelqu'un capable de conversations profondes, de moments de lucidité et de tendresse qui rendaient encore plus douloureux le contraste avec les périodes de crise. La maladie ne l'a pas effacée en tant que personne. Elle l'a piégée. Et cette distinction est importante pour comprendre ce que cette histoire signifie vraiment. Pendant que tout cela se passait en privé, l'image publique de la famille Chirac continuait d'être construite avec une méticulosité qui, aujourd'hui, semble presque incompréhensible. Jacques progressant dans sa carrière. Bernadette de plus en plus visible comme figure publique à part entière. Claude apparaissant progressivement sur les photographies aux côtés de son père. Et Laurence absente. Systématiquement absente. Tout indique que cette absence était gérée, qu'il y avait eu une décision, consciente ou non,
que Laurence ne faisait pas partie du récit public de la famille, et que cette décision, qui est peut-être née comme une façon de la protéger, est devenue avec le temps aussi une façon de la rendre invisible. Mais il y a quelque chose que Claude a vécu pendant toutes ces années qu'aucune photo d'archive ne peut capturer. Elle avait 10 ans quand sa sœur est tombée malade, 14 ans quand l'anorexie s'est chronifiée dans le foyer, 20 ans quand son père est arrivé à la présidence de Paris, et elle a grandi en regardant, de l'intérieur, ce que la maladie de Laurence faisait à sa mère, ce que le silence sur Laurence faisait à la famille, et ce que l'absence du père faisait à tout le reste. On dit que c'est pendant ces années que Claude a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Pas toujours consciemment, pas toujours librement, mais de façon irréversible. Si elle ne pouvait pas sauver sa sœur, elle pouvait au moins sauver son père. Claude Chirac est né le 6 décembre 1962, 4 ans après Laurence. Une différence d'âge qui en apparence est petite, mais qui dans le contexte de cette famille a représenté deux enfances complètement différentes. Quand la méningite a frappé Laurence, Claude avait 10 ans. Quand l'anorexie s'est installée dans le foyer comme une présence permanente, Claude avait 12 ans. Quand son père a été nommé Premier ministre, Claude avait 11 ans. Elle a donc grandi dans un foyer où la tragédie et le pouvoir coexistaient dans des pièces différentes du même appartement. Et cette expérience l'a forgée d'une façon qu'aucune éducation d'élite n'aurait pu faire. Parce qu'il y a quelque chose que les enfants qui grandissent avec une maladie grave dans la famille apprennent avant toute autre chose. Ils apprennent à lire l'atmosphère. Ils apprennent à détecter quand la situation est sur le point de s'emballer. Ils apprennent à s'adapter, à occuper l'espace que les autres ne peuvent pas remplir, à être fonctionnels quand tout le reste ne l'est pas. C'est une compétence qui ressemble à une force, et à bien des égards, c'en est une. Mais elle a aussi un prix qui ne se paie que des années plus tard, quand l'adulte essaie de construire sa propre vie et découvre qu'il ne sait pas vraiment comment faire sans une crise à gérer. Claude a étudié dans des établissements de premier plan, comme il se devait pour une fille des Chirac. Elle était intelligente, directe, avec un instinct social que Laurence n'avait jamais eu et que son père a reconnu tôt. Ceux qui la connaissaient à cette époque la décrivent comme quelqu'un avec une énergie particulière. Pas l'énergie de celui qui veut se démarquer pour lui-même, mais de celui qui veut que les choses fonctionnent. Que tout s'emboîte, que rien ne se brise. Une personne avec une tolérance presque nulle au chaos, qui, selon tout ce qu'on sait à trouver dans l'organisation de l'entourage de son père, la façon parfaite de canaliser ce qu'elle avait appris à faire depuis l'âge de 12 ans à la maison. Mais avant d'arriver à l'Élysée, Claude a essayé de construire quelque chose qui lui appartienne. Elle a travaillé dans le secteur de la communication et des relations publiques. Elle a eu une relation avec Thierry Rey, champion olympique de judo aux Jeux de Moscou en 1980, avec qui elle a eu un fils prénommé Martin. C'était une relation que ceux qui la connaissaient décrivent comme intense, mais qui n'a pas duré. Et ce qui s'est passé ensuite est significatif, parce que quand la relation a pris fin, Claude n'a pas construit une nouvelle vie personnelle indépendante, mais s'est, de façon graduelle mais sans équivoque, rapproché de plus en plus du centre de gravité qui avait toujours existé dans sa vie, son père. Au début des années 90, quand Jacques Chirac préparait ce qui allait être sa troisième candidature à la présidence de la République, il avait perdu en 1981, et en 1988, Claude a rejoint formellement son équipe. Elle avait un peu plus de 30 ans. Son titre officiel était celui de conseillère en communication. Mais selon des sources ayant travaillé dans cet environnement politique pendant ces années, son rôle réel était considérablement plus large. Claude ne gérait pas seulement l'image de son père, elle filtrait qui avait accès à lui. Elle contrôlait les messages qui sortaient de l'équipe. Elle décidait quel journaliste recevait un appel et lequel ne le recevait jamais. Elle évaluait quelle déclaration convenait de faire et à quel moment. Et surtout, elle était la personne qui connaissait Jacques Chirac mieux que quiconque dans cette équipe, non pas comme homme politique, mais comme être humain. Elle savait quand il était fatigué
avant qu'il ne l'admette. Elle savait quand une question le mettait mal à l'aise avant que son expression ne le trahisse. Elle savait, en somme, comment le protéger. Elle était son bouclier. Mais aussi, selon certains qui ont travaillé à ses côtés, son filtre le plus efficace contre toute réalité susceptible de lui compliquer l'existence. Quand Chirac a remporté la présidence en mai 1995, Claude est entré à l'Élysée avec lui, pas en tant qu'invité, en tant que rouage du mécanisme. En 2002, son poste a été officialisé dans le journal officiel de la République française sous le titre de conseillère pour les affaires de communication et d'opinion publique. Ce n'était pas un poste honorifique créé pour faire plaisir à la fille du président. C'était un poste réel, avec un pouvoir réel, avec un accès direct au bureau le plus important de France. Et selon ceux qui ont travaillé à l'Élysée pendant ces années, peu de décisions importantes en matière d'image passaient sans le filtre de Claude. Peu de déclarations importantes étaient faites sans qu'elle les ait relues. Peu de crises de communication étaient gérées sans que sa voix soit la dernière dans le bureau avant que Chirac ne prenne une décision publique. Mais il y a un aspect de cette période qui est particulièrement révélateur. Les années de présidence de Chirac n'ont pas été exactement tranquilles en termes de scandale politique. L'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, qui allait finalement mener Chirac devant les tribunaux des années plus tard, était déjà connue dans certains cercles journalistiques depuis le milieu des années 90. Les investigations judiciaires avançaient. Les juges tentaient de citer Chirac à comparaître. Et pendant tout ce temps, Claude était là. Selon des sources ayant suivi de près ces procédures judiciaires, tout indique que Claude a joué un rôle actif dans la gestion de cette crise. Pas comme avocate, pour cela il y avait des avocats, mais comme la personne qui contrôlait le récit public, qui décidait ce qu'on reconnaissait et ce qu'on niait, qui coordonnait les messages de l'entourage présidentiel quand les journalistes posaient des questions sur les affaires de corruption qui commençaient à entourer la figure de son père. Certains soutiennent que Claude a agi avec une loyauté qui, selon l'angle sous lequel on la regarde, peut paraître admirable ou troublante. Admirable parce qu'elle n'a pas abandonné son père dans ses moments les plus vulnérables. Troublante parce que cette loyauté n'a jamais semblé avoir de limites éthiques clairement définies. Personne n'a pu le prouver d'une façon qui aurait résisté à un procès. Mais la question existe. Et alors est arrivée Anne Dao, et avec elle, la première fissure visible dans la façade de la famille Chirac. Anne Dao Traxel était arrivée en France depuis le Vietnam, comme réfugiée à la fin des années 70. Jacques Chirac, alors maire de Paris, l'avait accueillie de façon informelle comme fille adoptive. C'était un geste qui s'inscrivait parfaitement dans l'image que Chirac cultivait d'homme généreux, proche du peuple, sensible aux plus vulnérables. Anne Dao a grandi dans le cercle familial des Chirac. Elle participait à des événements. Elle apparaissait sur des photos. Pendant des années, elle a parlé de Jacques avec l'affection sincère d'une fille. Mais pendant ces mêmes années, selon ce qu'elle a elle-même raconté plus tard, la relation avec Bernadette et avec Claude était considérablement plus froide que les photographies ne le suggéraient. On dit que Anne Dao n'a jamais été pleinement intégrée au noyau de la famille, qu'il existait une distinction invisible mais permanente entre elle et les filles biologiques, que son accès à Jacques dépendait en grande partie de si Claude le permettait ou non. En 2014, Anne Dao a brisé ce silence de façon publique et percutante. Dans des déclarations qui ont eu un impact considérable dans la presse française, elle a affirmé que Bernadette et Claude l'avaient systématiquement exclue de l'entourage familial ces dernières années. Que lorsque Jacques était déjà malade et que son déclin cognitif était évident, on lui avait refusé l'accès à lui à plusieurs reprises. Qu'elle avait été sollicitée quand cela était utile pour l'image de la famille et écartée quand elle ne l'était plus. Des accusations graves. Des accusations qui impliquaient directement Claude comme l'architecte de cette exclusion. La famille n'a pas répondu en détail. Claude n'a pas fait de déclaration. Bernadette a gardé le silence. Et ce silence, si caractéristique de cette famille,
en a dit plus que n'importe quel démenti aurait pu le faire. La rupture avec Anne Dao a duré 5 ans. Elle a été scellée, du moins partiellement, après la mort de Jacques Chirac en 2019, quand Anne Dao a publiquement reconnu s'être réconciliée avec Claude. Mais ces 5 années de fracture ont coïncidé exactement avec la période la plus sombre que Claude ait vécue. Parce qu'entre 2014 et 2019, 2 choses se sont produites qu'aucune compétence en communication politique ne pouvait gérer. Laurence est morte d'abord. En avril 2016, Claude était là, et puis son père est mort. En septembre 2019, Claude était là aussi. Certains décrivent Claude aujourd'hui comme une femme qui a construit une vie extraordinairement fonctionnelle en apparence et extraordinairement solitaire en son fort intérieur. Que le prix d'avoir été le bouclier de son père pendant des décennies a été de ne pas avoir quelqu'un pour être le sien. Que la même loyauté qui l'a défini professionnellement est aussi la raison pour laquelle, quand l'objet de cette loyauté a disparu, il n'était plus très clair ce qu'était Claude Chirac sans Jacques Chirac. C'est une hypothèse, pas une certitude. Claude n'a jamais parlé de cela publiquement avec la profondeur qui permettrait de le savoir. Mais il y a quelque chose que l'on sait avec certitude, que pendant que Claude gérait les silences et construisait des murs, Laurence vivait depuis des décennies à l'intérieur de l'un de ces silences. Et ce que ce silence cachait était bien plus sombre que ce qu'un porte-parole de l'Élysée aurait jamais pu admettre. Il y a une image qui se répète des milliers de fois dans les archives photographiques de la présidence de Jacques Chirac. Chirac saluant des chefs d'État. Chirac signant des accords historiques. Chirac prononçant des discours devant des parlements européens. L'image du pouvoir stable, sûr, sans faille. Mais il y a une autre image qui n'existe dans aucune archive. Une image que personne n'a prise parce que personne ne devait savoir qu'elle existait. À quelques kilomètres de l'Élysée, dans un appartement parisien, Laurence Chirac vivait sous surveillance permanente. Pas la surveillance du protocole présidentiel, mais celle d'une infirmière qui s'assurait, nuit après nuit, qu'elle serait encore en vie le lendemain. Selon tout ce qui a été documenté sur ces dernières décennies, Laurence a tenté de mettre fin à ses jours à 15 reprises au cours de sa vie. 15 fois. Un chiffre qui n'est pas une statistique, c'est le portrait de 4 décennies de souffrance qu'aucune ressource familiale ni médicale a réussi à arrêter complètement. Et pendant ce temps, la machine officielle de l'Élysée continuait de tourner sans que personne ne mentionne le nom de Laurence. Jacques Chirac a gouverné la France pendant 12 ans. De 1995 à 2007, 12 ans pendant lesquels il a dirigé la politique étrangère française pendant la guerre en Irak, pendant lesquels il a maintenu la position la plus ferme d'Europe face à Washington, pendant lesquels il a été considéré par beaucoup comme le dernier grand homme d'État de la République, 12 ans pendant lesquels sa fille aînée n'est apparue dans aucun acte officiel, dans aucune photographie familiale publique, dans aucune interview, dans aucune déclaration. Laurence, tout simplement, n'existait pas pour le monde. On dit que cette décision n'était pas accidentelle. Selon des sources ayant connu le fonctionnement interne de l'entourage présidentiel, l'absence publique de Laurence était une stratégie délibérée, une combinaison de protection sincère envers elle et de calcul politique. Dans la France des années 90, un président avec une fille en crise psychiatrique sévère était une vulnérabilité, et les vulnérabilités, à l'Élysée, se géraient dans le silence. Mais il y a eu un moment où ce silence a failli se briser de la pire façon possible. Selon ce qui a été rassemblé dans différentes sources biographiques, à un moment des années suivant la présidence, Laurence s'est précipitée par la fenêtre de son appartement. Les détails exacts de cet épisode n'ont jamais été officiellement confirmés par la famille. Mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'elle a survécu et que cet épisode n'était pas le seul de ce genre. Tout indique que Jacques Chirac était conscient de l'état de sa fille à tout moment. Il n'y a aucune raison de croire qu'il vivait étranger à cette réalité. Mais l'écart entre le savoir et être présent est, dans le cas de cette famille, un abîme qu'aucun biographe n'a pu franchir entièrement. Le silence a été brisé en 2007. Pierre Péan
l'un des biographes les plus rigoureux de la politique française, a publié L'inconnu de l'Élysée. Le livre contenait quelque chose que personne n'avait réussi à obtenir jusqu'alors. Les propres paroles de Chirac sur Laurence. Sans filtre, sans protocole. Chirac dit « Il n'y a aucune raison de le nier. C'est le drame de ma vie. J'ai une fille qui était intelligente, gracieuse et qui à 15 ans a été atteinte d'anorexie mentale. Nous avons essayé, grâce à des gens très aimables, de l'occuper dans des emplois même non rémunérés, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 4 mots qui résument 30 ans d'impuissance. 4 mots qu'un homme qui avait arrêté des guerres, qui avait négocié avec les plus puissants du monde, qui avait construit une légende politique sur des décennies, a prononcé au sujet de sa propre fille. Bernadette est allée plus loin. Dans des déclarations télévisées cette même année, elle a confirmé les tentatives de suicide. Elle a confirmé les 27 kilogrammes. Elle a brisé le tabou avec une franchise qui a surpris la France entière. Selon ceux qui ont analysé ce moment, ce n'était pas un hasard que tous deux aient pris la parole en 2007, l'année où Chirac quittait la présidence. Comme si le pouvoir avait exigé le silence pendant 12 ans et qu'en se retirant, il avait finalement libéré la possibilité de dire la vérité. La réaction en France a été intense. Il y a eu de l'empathie. Il y a eu de la reconnaissance envers une famille qui avait porté quelque chose de dévastateur pendant des décennies. Mais il y a eu aussi des questions inconfortables que la presse a formulées avec soin mais avec persistance. Pourquoi le silence pendant si longtemps? Qui ce silence protégeait-il vraiment, Laurence ou l'image du président? Les choses auraient-elles été différentes pour Laurence si son histoire était sortie plus tôt? Si elle avait reçu une attention différente, si le poids d'être la fille invisible d'un homme puissant n'avait pas fait partie de son fardeau depuis ses 15 ans? Personne n'a répondu à ces questions. Personne ne les a répondues à l'époque. Et aujourd'hui, avec Laurence morte et Chirac mort, personne ne les répondra probablement jamais. Mais il y a un fait que les biographes n'ont pas pu ignorer. Laurence Chirac a vécu 58 ans. Elle a passé plus de 4 décennies à combattre une maladie qui l'a réduite à 27 kilogrammes dans ses pires moments. Elle a survécu à 15 tentatives de suicide. Elle a vécu toute sa vie hors des projecteurs, gardée, invisible, dans un appartement de la ville la plus photographiée du monde. Et elle est morte sans que son père ait pu faire autre chose que confesser, avec 11 ans de retard, que tout cela avait été le drame de sa vie. Ce que personne n'a encore dit, c'est ce que ce drame a laissé derrière lui. Ce qui s'est passé quand Laurence n'était plus là. Ce qui est arrivé à un homme qui avait porté le poids de ce secret pendant des décennies et qui soudain n'avait plus ni le secret ni sa fille. C'est sur le point d'être révélé. Le 14 avril 2016, Laurence Chirac est morte à l'hôpital Necker de Paris. Elle avait 58 ans. La cause officielle a été un arrêt cardiaque. Des décennies d'anorexie sévère avaient affaibli son cœur jusqu'à la limite du soutenable. Elle est morte dans une unité de soins intensifs, entourée de silence, comme elle avait vécu. Aucun communiqué officiel de l'Élysée, aucune cérémonie publique d'État, une brève note à la presse, une vie entière d'invisibilité couronnée par une mort invisible. Elle a été inhumée au cimetière du Montparnasse. Des années plus tard, quand Jacques Chirac mourrait, il le serait à ses côtés. Comme si la mort avait accordé ce que la vie n'avait pas toujours pu garantir, qu'ils soient ensemble. Mais entre la mort de Laurence en avril 2016 et la mort de son père en septembre 2019, il y a 3 ans et 5 mois qui méritent d'être racontés, parce que ce qui s'est passé pendant cet intervalle n'était pas une clôture. C'était l'effondrement final d'une figure qui s'affaissait déjà depuis des années. Depuis 2007, quand il avait quitté l'Élysée, la santé de Jacques Chirac était entrée dans une détérioration progressive que ses proches ont décrite publiquement comme une perte sévère de mémoire. Selon des sources proches de la famille, Chirac ne reconnaissait plus des personnes qui avaient fait partie de sa vie pendant des décennies. Il apparaissait rarement en public. Quand il le faisait, la différence avec l'homme qui avait défié George W. Bush, le podium de l'ONU, était si brutal que les photographes captaient quelque chose qu'aucun protocole ne pouvait dissimuler.
Et alors, selon ce qui a été rapporté dans différents médias français, est arrivé quelque chose encore plus troublant. On dit qu'à un moment après la mort de Laurence, Chirac ne se souvenait plus que sa fille était morte, qu'il posait des questions sur elle, qu'il fallait le lui rappeler, et que chaque fois qu'on le faisait, sa réaction était celle de quelqu'un qui le découvrait pour la première fois. Si cela est vrai, et il y a des personnes qui l'ont documenté bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle de la famille, alors l'homme qui a dit que le drame de sa vie était sa fille Laurence a passé ces dernières années sans même pouvoir se souvenir que ce drame était terminé. Il existe peu de façons plus cruelles de terminer une histoire. Mais avant d'en arriver à cette fin, il y a un chapitre que l'histoire officielle de Jacques Chirac ne peut pas omettre même si elle l'a essayé pendant des années. En décembre 2011, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'une des affaires de corruption les plus suivies de l'histoire politique française. Jacques Chirac, ancien président de la République, a été déclaré coupable de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. La condamnation était de 2 ans de prison, qu'il n'a pas eu à purger en raison de son âge et de son état de santé. Mais le verdict était réel, documenté, et n'a pas fait l'objet d'un appel couronné de succès. Les faits établis étaient les suivants. Pendant son mandat de maire de Paris, entre 1977 et 1995, Chirac avait utilisé des fonds publics de la mairie pour payer au moins 19 personnes qui ne travaillaient pas réellement pour la ville. Elles travaillaient pour son parti, le RPR, et dans certains cas pour lui-même. Le tribunal a estimé que 1,4 million d'euros des fonds parisiens avaient été détournés. Ce fut la première condamnation pénale d'un ancien président de la République française depuis le procès du maréchal Pétain en 1945 pour collaboration avec le nazisme. Une comparaison que les avocats de Chirac ont rejetée avec indignation. Mais le fait historique est resté gravé. L'homme qui avait construit son image sur la grandeur républicaine, qui avait prononcé le discours le plus mémorable sur la responsabilité de la France dans la Shoah, qui avait été célébré comme le dernier des grands gaullistes, était aussi le premier chef d'État français condamné pour corruption en près de 70 ans. Chirac a nié jusqu'à la fin avoir commis quelque faute pénale ou morale, mais le tribunal ne l'a pas cru. Tout cela est arrivé ensemble. La condamnation, le déclin, la mort de Laurence, et au milieu de tout cela, Claude, toujours Claude, gérant les communiqués, coordonnant les soins, étant le bouclier jusqu'à la fin. Selon son gendre Frédéric Salabarou, qui est marié avec Claude, c'est la famille qui a annoncé la mort de Chirac à l'agence AFP le 26 septembre 2019 avec une phrase qui résumait tout avec une retenue presque glaciale. Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin, entouré des siens, en paix, entouré des siens. Il est mort d'une infection pulmonaire à 86 ans. À la fin de son mandat présidentiel en 2007, moins d'un Français sur 5 approuvait sa gestion. Un record négatif pour la République. Mais la France l'a pleuré quand même. Avec cette ambivalence que génèrent seulement les personnages historiques qui ont été à la fois grands et défaillants, qui ont construit des monuments et laissé des ruines, qui ont gagné des guerres diplomatiques et perdu des batailles domestiques. Il a été enterré à Montparnasse, aux côtés de Laurence, la fille qu'il n'a pas pu sauver, la fille qui, selon les médecins qui l'ont traitée, selon ce que rapporte Le Monde dans sa chronique de 2016, aurait pu développer son anorexie à cause, hypothèsent-il, de l'absence du père pendant son adolescence. Une hypothèse, pas une certitude, mais une hypothèse qui, une fois lue, est impossible à ignorer. Deux tombent ensemble dans le même cimetière. L'homme le plus puissant de France et la fille qui a vécu toute sa vie dans les ombres de ce pouvoir. Elle est morte la première. Il l'a suivie 3 ans plus tard, incapable de se souvenir, dit-on, qu'elle était déjà partie. On dit que le pouvoir change tout, qu'il transforme ceux qui l'atteignent d'une façon qui n'a plus de retour en arrière. Que ce que Jacques Chirac a sacrifié pour arriver là où il est arrivé n'était pas seulement son temps, ni son image, ni sa réputation. C'était le prix que ses filles ont payé. Il y avait un homme qui a arrêté des guerres, qui a refusé de plier devant les plus puissants,
qui a laissé son nom gravé dans l'histoire de la République. Mais dans un appartement parisien, une femme portait en silence un poids que personne n'avait choisi de voir. Serge Gainsbourg a lui aussi construit une légende. Il a lui aussi laissé des enfants grandir dans l'ombre de quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé. Mais ce que ces 3 enfants ont vécu est une histoire que la France croit connaître, et elle se trompe. Serge Gainsbourg, le destin tragique de ses 3 enfants, nés dans le scandale,